celle de savoir comment vous vous euh, portez en cette période cruciale pour notre pays. Merci de m'inviter, dans votre chaîne et c'est la deuxième fois que vous m'invitez et je me souviens, de la réponse que j'avais donnée lorsque vous m'avez demandé comment je me portais en 2022 lorsque j'ai été invité ici. Il y a dit: «Je me portais comme se porte le Gabon» et le Gabon, traverse, une période de doute, de suspicion parce qu'il y a, heu, un climat de défiance où les uns et les autres se demandent où va la transition, comment on va la terminer et comment on va se porter après la transition. Donc si on arrive à prendre le pouls de l'État gabonais, de la nation, on saura comment je me porte. Très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous êtes l'initiateur de la plateforme Téléma. Après un long moment de silence, vous êtes présenté à la presse pour annoncer le lancement de cette plateforme politique qui prône la démocratie participative et l'unité nationale. Pouvez-vous nous présenter les objectifs de cette initiative et son rôle dans la transition actuelle, ou peut-être au-delà? Quel est son rôle? C'est que ce que nous constatons quand on fait un diagnostic sommaire de l'état de notre pays, c'est qu'il y a un CTRI qui veut jouir de la rente, notamment de la rente politique, de la rente minière. Et au fond, c'est de la rente du passé. Et nous avons estimé qu'il y a un avenir à construire et plutôt que de s'accrocher aux avantages du passé, on peut construire un avenir à partir d'une imagination politique. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé la plateforme politique, précisément pour jouir de l'avenir, parce que l'avenir est une audace, autant pour moi. Et Téléma signifie quoi? Téléma est un mot bantou qu'on retrouve dans les langues gabonaises, Pono, Baoumou, euh, Obamba, bref, j'en passe. Et c'est une synthèse au fond des différentes manières de dire se lever. Hein, on peut tout ça aussi chez les femmes, on dit terlama, on dit dans les autres ethnies temena, telma, relma, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça signifie à peu près la même chose, lève-toi. Sauf chez les femmes où on dit élève-toi. Et donc l'idée, c'est de demander aux Gabonais de ne pas tomber dans l'illusion d'une stabilité, parce que cette illusion, elle est évidemment mensongère. Il faut se lever, et se lever, ça consiste aussi à ouvrir les yeux, être lucide, et s'engager audacieusement vers l'avenir. Vous avez dit rente politique. Qu'est-ce que vous entendez par rente? Qui peut- La rente politique, la rente politique, ce sont les avantages tirés du parti unique et des traditions de ce parti unique. Or, quels sont ces avantages? Ben, ces avantages, c'est le fait d'avoir eu un parti politique qui s'est territorialisé et qui, à un moment donné, s'est confondu avec l'État. Donc, on a eu effectivement un État-parti ou un parti-État. Et aujourd'hui, on a bien vu, alors que l'une des recommandations du dialogue national était que la transition sanctionne les partis politiques, notamment le PDG et les cadres du PDG, le président de la transition a du mal à suivre cette recommandation parce que précisément, il veut jouir de la rente politique liée au PDG. Et cette rente politique lui donne quoi? Lui donne la masse populaire, lui donne l'esprit courtisan dont il a besoin pour légitimer ses désirs de présidentialisation. Et donc, cette rente politique, elle est nocive pour notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé de sanctionner cette rente et de passer à autre chose. Vous avez exprimé des critiques envers la transition lors de votre dernière sortie médiatique, notamment sur le respect des engagements pris par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Quels sont, selon vous, les principaux échecs et ce que vous pouvez souligner comme réussite de cette transition? J'ai dit à l'époque, il y a une ou deux semaines, 10 anomalies.
Mais les 10 anomalies peuvent se résumer en une seule. C'est que le CTRI n'a pas réussi à restaurer la confiance. Il n'y a rien qu'on puisse faire sans confiance. Et je pense que le premier objectif de la transition, c'était de restaurer la confiance. Et l'un des lieux de son échec, c'est le manque de respect de la parole donnée. Le 4 septembre, il faut le rappeler, les militaires ayant fait le coup d'État du 30 août ont dit qu'ils allaient organiser des élections libres et transparentes et crédibles et remettre le pouvoir aux civils. Ce qu'il se trame actuellement, c'est plutôt des logiques de conservation du pouvoir. Et donc une remise en cause de la parole des militaires. À partir du moment où quelqu'un se déjuge, il y a une crise de confiance. Il installe un climat de méfiance, un climat de suspicion qui, au fond, n'arrange pas la transition. Parce que, en dehors de cela, et on voit très bien que pendant finalement toute la durée de la transition, euh, tout le travail n'a consisté qu'à consolider un seul vœu, celui de faire du président de la transition un président qui se civilise, c'est-à-dire qui passe du statut militaire au statut civil. Et donc, au fond, les institutions de la transition sont tombées dans cette erreur parce que finalement, on voit bien que toutes les institutions travaillent pour un seul objectif, faire de ce président de la transition le président légal, légitime du Gabon. Donc à partir de ce moment, je dis qu'il y a évidemment un échec puisque les Gabonais sont tombés dans, comme je dis, dans la méfiance et la suspicion. Du coup, les institutions elles-mêmes sont frappées, je ne vais pas dire de nullité, mais en tous les cas de suspicion. D'accord. L'actualité, hein, c'est la promulgation d'une nouvelle constitution, la révision de la liste électorale et l'annonce de la date de la tenue de l'élection présidentielle. Vous qui avez été président de la commission politique lors du dialogue national inclusif, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les recommandations euh, qui ont été faites par les Gabonais sont aujourd'hui galvaudées? Euh, Peut-être que je n'ai pas rebondi sur l'autre question. Vous avez dit les réussites aussi de la transition. Je pense aussi qu'il était intéressant de réussir la durée, tenir sur la durée de la transition. C'était l'une des conditions lors du dialogue national pour respecter justement la transition. Et je pense que de ce point de vue, une parole a été donnée et il me semble qu'elle est respectée fondamentalement, même si on voit bien que l'élection présidentielle qui va avoir lieu le 12 avril ne va pas jusqu'aux 2 ans de la transition. Là encore, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi cet emplacement, pourquoi cette précipitation, puisque la transition était faite pour durer 2 ans. Là, on voit bien qu'on va sortir de la transition avant les 2 ans. Il y a aujourd'hui, maintenant, la prochaine élection, le code électoral, et ainsi de suite, qui sont votés. La première observation que je vais faire, c'est ce dont parle tout le monde. C'est ou plutôt l'entrée des militaires dans le champ politique et l'entrée des magistrats dans le champ politique. Il y a à peu près 3 sens à cette entrée massive des militaires dans le champ politique. Le premier sens est révélateur d'un échec des militaires à garantir la sécurité des biens et des personnes, à garantir les libertés publiques et à garantir la sécurité de nos frontières. Je pense qu'eux-mêmes, ayant constaté qu'ils ont échoué là-bas, ils pensent qu'ils peuvent réussir en politique. La deuxième chose, ou le deuxième sens que nous donne cette arrivée des militaires dans le champ politique, c'est que là aussi, les militaires nous donnent l'impression ou le sentiment qu'ils veulent jouir de la rente économique. C'est que le champ politique est finalement celui qui brasse le plus d'argent. Et donc, eux qui sont militaires se sentent
manifestement exclus de la jouissance de la rente et ils considèrent qu'il faut entrer dans le champ politique pour jouir de cette rente économique. La troisième chose, le troisième sens de l'arrivée massive des militaires, c'est l'installation d'un régime de terreur. Vous n'imaginez pas que le président de la transition ait un profil, plutôt le président normal quand il est élu, s'il est candidat, soit un militaire, même s'il enlève les habits militaires, il n'en perdra pas le profil. Vous n'imaginez donc pas à l'exécutif un militaire et puis à l'Assemblée nationale des militaires, parce que j'essaie d'établir l'hypothèse suivante. Imaginons que au soir des législatives, les militaires ayant positionné des candidatures dans les 143 sièges gagnent, l'emportent sur la totalité des sièges, ou peut-être même sur les 100 sièges. Vous n'imaginez quand même pas que l'Assemblée nationale soit remplie de militaires. C'est une aberration. Et l'idée même, et je pense que les gens qui ont validé cette proposition ne se rendent pas compte du danger qu'entraîne cette arrivée massive des militaires. Parce qu'ils ne se sont pas donné cette hypothèse. Ils ne se sont pas dit, mais on autorise que les militaires viennent. Et les militaires peuvent très bien former un parti politique. En plus, ils ne vont pas démissionner. Hein. Ils peuvent recouvrer leur habit militaire. Ça veut dire qu'ils sont en phase intermédiaire, ils ne sont jamais tout à fait militaires, ils ne sont jamais tout à fait civils. C'est complètement dangereux. Je ne sais pas qui a accepté. Je comprends que des gens aient fait la proposition, mais je ne comprends pas que des parlementaires, même s'ils ont été nommés par le président de la transition, aient accepté une telle proposition. C'est incroyable. Les magistrats, encore, c'est discutable. Mais il faut comprendre le sens de l'exclusion des magistrats et des militaires de la compétition électorale et politique. C'était pour garantir leur neutralité, puisqu'ils sont en général juges à la Cour constitutionnelle. Ce sont les juges de l'élection. Et donc, ils doivent être neutres. Les militaires, c'est pareil. Même s'ils ne sont pas à la Cour constitutionnelle, ce sont eux qui garantissent les libertés publiques et la sécurité des biens et des personnes. Ce sont eux d'ailleurs qui assurent la logistique des urnes lors des élections. Et donc, je pense que ceux qui avaient exclu les militaires et les magistrats avaient du bon sens. Avaient le bon sens parce qu'il faut garantir leur neutralité pour assurer la crédibilité de l'élection. Une fois qu'on les mêle à la mêlée, il y a un risque de confusion entre les juges et les partis. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas considérer que il y a une élection libre, transparente et crédible. Et comme je disais tantôt, l'échec de la transition, c'est de n'avoir pas rétabli la confiance. Et le code électoral, malheureusement, n'établit pas du tout la confiance. Au contraire, il s'en éloigne complètement. D'accord. Alors, et sur le cas spécifique de la révision de la liste électorale qui s'achève le 31 janvier 2025, comment évaluez-vous l'organisation de ce processus et son impact sur la crédibilité des prochaines élections? Écoutez, là aussi, ça fait partie malheureusement des conditions de suspicion qui ne garantissent pas évidemment la confiance dans le jeu démocratique. Pour quelle raison? Parce qu'il était évident que nous fassions cette révision de la liste électorale, mais plutôt que de réviser, il fallait une mise à plat de la liste électorale. Pour quelle raison? Parce que dans les précédentes listes électorales, vous savez qu'il y a des personnes décédées et elles sont nombreuses. Donc, il était plus simple en réalité de tout nettoyer, de tout remettre à plat et de tout recommencer pour avoir une liste crédible, n'est-ce pas, avec effectivement de primo-votants, mais également avec le nettoyage des personnes qui ne sont plus de notre monde. Et donc, on fait une erreur en ne nettoyant pas très clairement
les listes électorales, puisque les primo-votants vont s'ajouter à des personnes qui n'existent plus. Et on considère que c'est fait sciemment. On considère que c'est fait sciemment. Pourquoi? Ben parce qu'au fond, tant qu'il y a des personnes qui ne sont pas enlevées de la liste électorale, ceux qui organisent des élections peuvent toujours user des noms dont les personnes n'existent plus pour jouer avec les chiffres, pour augmenter les résultats en leur faveur. Donc, ça n'a pas été très malin, ça n'a pas été très intelligent. Nous avions là une chance en réalité de donner du crédit à nos institutions et au jeu démocratique. Et j'ai le sentiment que chaque jour, on accumule des anomalies pour créer au quotidien de la suspicion à l'égard des institutions, à l'égard de la démocratie, et que la démocratie est toujours balbutiante. Vous savez, à un moment donné, il faut sortir quand même du processus de démocratisation. À un moment donné, il faut dire, OK, nous sommes une démocratie. On ne va pas continuer le lexique selon auquel nous sommes toujours en processus de démocratisation. Le 30 août 2023, il y a eu un coup d'État. Depuis 1990, nous étions dans le multipartisme, en démocratie. Bon. Et donc, le 30 août 2023 marque la fin du processus de démocratisation. C'est quand même un échec. J'aime à rappeler que les 33 ans, donc de 1990 à 2023, donc les 33 ans de processus de démocratisation, nous ont coûté beaucoup d'argent. Nous avons dépensé des milliards et des milliards Dialogue. en dialogue, en organisation d'élections présidentielles, législatives, locales, en création d'institutions de la démocratie, en formation du personnel, en recrutement du personnel. Franchement, nous avons dépensé énormément d'argent. Et le 30 août, tous ces efforts ont été balayés. Donc, on va dire, on a dépensé autant d'argent en vain. On a mis en place autant d'institutions pour consolider la démocratie en vain. On a quand même salué le coup d'État. Après avoir fait autant d'efforts, après avoir constaté donc l'échec de la démocratie, tout au plus, peut-être que le militaire aurait pu faire, mais de manière presque absurde, euh, remettre en cause la démocratie. Mais ils n'ont pas remis en cause la démocratie. Ils disent qu'ils croient à la démocratie. C'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'ils organisent des élections pour remettre le pouvoir aux civils. Je suis curieux que lorsque les militaires disent qu'ils croient à la démocratie, ils fabriquent quand même des conditions de contestation post-électorale, des conditions de la méfiance vis-à-vis de notre démocratie. C'est quand même dommage. La prochaine échéance, ou du moins la prochaine grande échéance, c'est l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Quels sont, selon vous, les défis majeurs que le pays doit surmonter pour garantir une élection libre, transparente et inclusive? Il n'est pas trop tard. Je crains qu'il soit trop tard, mais il n'est pas trop tard. Allons-y sur le « il n'est pas trop tard ». Le problème, c'est que le code électoral a été déjà validé. On ne va pas remettre en cause maintenant le code électoral. Si on dit que le 12 avril, nous devrions avoir des élections libres et transparentes, très sincèrement, il faut remettre en cause le code électoral. Parce que le code électoral, par exemple, il exclut toutes les personnes qui n'ont pas volé avec le PDJ et ses alliés. Je m'explique. La caution pour être candidat à la présidentielle est fixée à 30 millions. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'abonnés qui font de la politique et qui ont de l'ambition politique à ce haut niveau qui rassemblerait facilement les 30 millions. Qui est capable de rassembler les 30 millions si ce ne sont à la fois les militaires et les PDGistes d'un temps? Qui est capable de les rassembler? Donc, si on a envie d'avoir des élections libres, transparentes et crédibles, il faut déjà permettre à la démocratie d'être inclusive. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Vous avez
dans les nouvelles institutions de la démocratie, deux organes. L'un logé, autant pour moi, au ministère de l'Intérieur, l'autre est un organe libre dont le rôle est de superviser les élections. Et vous verrez bien qu'il y a un conflit de compétences entre ces deux organes avec la Cour constitutionnelle. À partir de ce moment-là, on peut s'imaginer que les organes pourraient marcher sur les plates-bandes des prérogatives des uns et des autres, et donc il va y avoir des disputes. Autre chose, la liste électorale, ce que je disais tantôt, si elle n'est pas nettoyée, il y aura toujours un doute sur la fiabilité de cette liste électorale. Et donc, à partir du moment où nous doutons tous de la fiabilité de la liste électorale, on peut penser que systématiquement, il y aura de la fraude électorale. Autre chose, si le président de la transition est candidat à l'élection présidentielle, je veux dire, c'est une condition suffisante pour ne pas croire en la crédibilité et en la transparence de cette élection présidentielle. Donc vous voyez, si on doit remettre tout cela en cause, en fait, le 12 avril, il est impossible d'organiser la présidentielle. Et quand je disais tantôt que on n'est pas le parti, qu'en réalité, je ne crois pas qu'on puisse changer encore quelque chose là-dessus, c'est parce que il me semble que depuis le début, la transition ou le comité de la transition nous a trompés. Pourquoi? Parce que quand on regarde le temps, les séquences, les intentions profondes, on a le sentiment que tout a été fait pour la conservation du pouvoir. La conservation du pouvoir par ceux qui étaient déjà là avant. Et pardon, le président de la transition a été, je pense, l'aide-camp de M. Omar Bongo. Il a été aide-camp président de la garde, plutôt patron de la garde républicaine sous M. Ali Bongo. Et ils nous disent, les militaires, qu'ils ont fait un coup d'État pour éviter des bains de sang. Ma lecture est tout autre. Je pense qu'ils ont fait le coup d'État pour libérer Ali Bongo de la bourrasse populaire qui se serait abattue sur lui s'il trichait s'il fraudait, trichait les élections de 2023. Et donc, de mon point de vue, les militaires n'ont pas fait un coup de libération comme ils le prétendent. Ils ont fait ce coup, en réalité, pour conserver le pouvoir. Ils ont fait ce coup d'État pour conserver le pouvoir. Et on voit bien toutes les stratégies pendant la durée de la transition pour conserver le pouvoir. L'arrivée des militaires dans le champ politique n'est pas faite pour rassurer. Et donc, de mon point de vue, au fond, il n'y a rien de nouveau sur la Terre, il n'y a que des stratégies de conservation du pouvoir par les mêmes gens qui ont déjà dirigé le pays depuis 1968. D'accord. Vous êtes un des fervents défenseurs de l'alternance démocratique. Absolument. Et face à cette velléité de conservation du pouvoir, comment Téléma et ses partenaires comptent-ils contribuer à la mise en place d'une véritable alternative politique à offrir aux Gabonais pour éviter que cette conservation du pouvoir ne se réalise? L'une des raisons pour lesquelles nous avons lancé l'initiative Téléma est liée au fait que un certain nombre d'acteurs politiques de premier plan sont membres des institutions de la transition. Et vous savez, la charte de la transition dit très clairement que ceux qui sont membres des organes de la transition ne peuvent pas se présenter à l'élection présidentielle. Ainsi, par exemple, le RPM de Barreau-Chambrier, par sa figure de pro lui-même, ne peut prétendre avoir un candidat à la présidentielle prochaine. L'Union nationale, dont la présidente a été, parce que maintenant elle a laissé un intérimaire,
Dans la présidente, donc, Paulette Missambo, là aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas, je pense, l'intention de présenter un candidat à la présidentielle. Donsima, qui lui aussi avait des velléités, parce qu'ils ont tous été dans Alternance 2023, est frappé par la même interdiction qui touche Baro Chambrier et les autres. Plus la limite d'âge. Donc, au regard de tout cela, on voit bien que la stratégie du président de la transition a été de corrompre l'élite politique qui pouvait être un danger pour son plan, qui pouvait freiner ses plans de la conservation du pouvoir. Donc, face au risque de vide politique et donc d'absence d'alternative, on s'est dit qu'il fallait lancer justement Téléma, dont l'objectif est précisément de présenter aux Gabonais une alternative pour que nous ne soyons pas contraints de choisir un seul homme puisque tout est fait pour lui. Donc, Téléma est une plateforme qui va penser l'alternative et l'alternance. En plus, il y a une vision du monde développée par Téléma qui consiste, comme je vous l'ai dit au début, à croire en l'avenir et à sortir de la logique de la rente par la production de la richesse, des richesses nationales. Pour quelle raison? Parce que vous avez par exemple un problème important de notre temps, de notre société, c'est le chômage. Je peux vous assurer que si nous avons le président de la transition qui devient président de la République, il n'agira pas efficacement contre le chômage. Pour quelle raison? Parce qu'au fond, ils ont des imaginaires bloqués. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose que ce qu'ils peuvent recycler. Donc, ils sont dans une pensée du recyclage du passé et ils ne voient l'avenir qu'au prisme du passé. Et donc, ils utiliseront les mêmes méthodes qui ont conduit le Gabon à l'impasse où nous nous situons aujourd'hui. Et donc, nous considérons qu'avec les militaires au pouvoir, avec M. Oligui au pouvoir et leurs amis du PDG au pouvoir, nous sommes assurés qu'il n'y aura pas de création d'emplois. Parce que la logique économique chez eux consiste à jouir de la rente pétrolière, de la rente minière, et non pas la création des richesses qui passe par l'industrialisation du pays, par exemple. D'accord? Donc, ce n'est pas dans leur logique. Vous savez, le thème de la modernisation du pays, la modernisation des infrastructures, le progrès, l'amélioration des indices de développement humain, ce ne sont pas leurs problématiques. Quand ils emploient ces mots, ils les utilisent comme des mots valises pour susciter de l'adhésion vers eux. Mais dans les politiques publiques, en tous les cas, ils ne vont pas réaliser tout cela. En tous les cas, aujourd'hui, je pense que les Gabonais sont assez matures pour constater que depuis au moins 1990, les mêmes logiques ont produit les mêmes résultats, les mêmes effets. Donc, si vous prenez les mêmes et vous pensez qu'avec les mêmes, on va avoir un nouveau pays, on se trompe complètement. Et Téléma est là pour dire, nous avons une nouvelle approche du pays, nous avons une nouvelle approche de la gestion de la rente et qu'en réalité, si on a envie de créer un pays dynamique du point de vue économique, ce n'est pas vers l'économie de rente qu'il faut se tourner, mais plutôt vers la création des richesses. Et la création des richesses passe par la transformation des matières premières, mais pas que. Pas que. Il y a des industries de la transformation, par exemple, dans l'univers agroalimentaire. Vous avez aussi dans le domaine du textile. Vous savez, vous et moi, on porte des vêtements, je rigole souvent en le disant, mais on porte des vêtements beaucoup importés. Même les tissus sont importés. Or, au quotidien, vous imaginez combien de vêtements, combien de gens achètent les vêtements? Si au Gabon, nous pouvions développer une industrie cotonnière, une industrie textile, nous créerons beaucoup d'emplois. C'est la même chose que dans l'agriculture. Si on produisait un petit peu plus dans ce pays, la nourriture, et en plus en la transformant,
nous pourrions créer des emplois dans notre pays. Et donc, nous avons une logique. Nous, à Téléma, ce que nous allons proposer aux Gabonais, c'est un plan d'établissement de la souveraineté nationale. Et cette souveraineté est centrée sur la question économique et réduire la masse financière qui circule dans le champ politique pour faire en sorte que on puisse attirer, plutôt l'économie puisse attirer des gens, plus que la politique n'attire les gens. Et donc, il faut inverser toutes ces logiques-là pour qu'au Gabon, nous ayons des leaders économiques beaucoup plus importants, beaucoup plus nombreux, et qui sachent faire, par exemple, de la modernisation, de la technologie, n'est-ce pas, des fers de lance de notre économie et de la modernisation du pays. D'accord. Vous avez dénoncé des anomalies persistantes dans le fonctionnement du pays, telles que la corruption, le tribalisme et la cooptation des individus. Quel mécanisme proposez-vous pour corriger ces dérives et restaurer la confiance des Gabonaises et des Gabonais dans leurs institutions? L'une des choses, c'est vraiment l'indépendance de la justice. C'est vraiment l'indépendance de la justice. C'est un gros problème dans ce pays. L'autre problème qui va avec celui de la justice, c'est l'esprit kunabéliste. La courtisanerie et le clientélisme sont un mal pour notre pays qui favorise évidemment la corruption, ou plutôt tous ces mots vont ensemble. Vous prenez pendant la transition le cas par exemple de la SPEG. On a découvert en 2023 qu'il y avait un système de fraude par les compteurs EDAN. Si la justice fonctionnait bien, on aurait eu droit à un procès retentissant. Un procès retentissant. Qu'en a-t-il été? Rien. Rien. La justice n'a pas travaillé et donc elle n'est pas capable de mettre la main sur toutes les personnes qui ont fraudé à la SPEG, et beaucoup au cours. Et dont les conséquences sont Et les conséquences sont manifestes, puisque au quotidien, activité économique. il y a un impact terrible sur l'activité économique. Mais en plus, toujours sur la SEEG, vous voyez bien, Capowership, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent cela, le navire qu'ils ont acheté pour suppléer aux carences de la SEEG, là encore, c'est de la corruption, ou plutôt de l'incompétence. Corruption et incompétence allant ensemble. Vous ne pouvez pas dépenser 12 milliards par mois pour un machin qui ne répare pas, qui ne donne pas d'électricité aux Gabonais. Et tout ça, on le fait pendant la transition, pardon. Donc, si on a envie de sortir des anomalies qu'on a citées, il faut établir l'autorité de la justice. C'est hyper, hyper important. Sans une justice indépendante, tous les efforts que nous ferons seront vains. Pour lutter contre la corruption, parce que la masse d'argent qui circule ici et là, non pas simplement dans le champ politique, mais aussi dans le champ administratif, est liée à la corruption. Il faut moderniser, par exemple, les mécanismes de traçabilité, de décaissement d'argent, des modèles de paiement, pour que l'argent circule moins dans les mains des gens, l'argent liquide circule moins dans les mains, et qu'on informatise plusieurs mécanismes de paiement, de décaissement, et j'en passe. Il faut rendre l'argent immatériel. Tant que nous ne sommes pas parvenus à rendre l'argent immatériel et donc à tracer toutes nos opérations commerciales, mais il y aura toujours autant de détournement de fonds publics, autant de corruption. Et je pense très sincèrement que la justice est l'instrument qu'on doit utiliser pour lutter contre la corruption. Je pense que je l'ai dit d'ailleurs dans ma déclaration en conférence de presse, la corruption est le premier mal de notre pays. Et c'est devenu notre seconde nature, malheureusement. Très bien. Alors que la transition approche à sa fin, comment envisagez-vous votre et celui de Téléma dans la configuration, sinon la reconfiguration du paysage politique gabonais? Le rôle des Téléma est d'être audacieux, d'avoir de l'imagination politique
et de partager aux compatriotes gabonais la foi que nous avons en l'avenir du Gabon, en la capacité des Gabonais à transformer leur pays et à le moderniser. Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de faire en sorte que les militaires n'arrivent pas au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, avec Téléma, appeler les compatriotes, un, à s'inscrire massivement sur les listes électorales, deux, à s'inscrire massivement sur notre plateforme, la plateforme Téléma, trois, à s'engager formellement dans le champ politique, le champ électoral. J'entends quelques gens dire, oui, la présidentielle, ça va être difficile, on va laisser les militaires peut-être garder le pouvoir exécutif et ensuite les partis politiques vont se disputer, dit-on, le pouvoir législatif. C'est une grossière erreur. Nous sommes maintenant en régime présidentiel et j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de séparation de pouvoir. Donc en réalité, la prochaine Assemblée nationale ou plutôt le prochain Parlement ne sera pas fort vis-à-vis du président de la République. Et donc, il faut miser d'abord sur la présidentielle. Il faut miser sur la présidentielle parce que une fois que le président, par exemple, de la transition est élu, donc le militaire est élu, il va, sans dire que les militaires pourraient être majoritaires à l'Assemblée nationale, au Parlement en général. Donc, si on est un petit peu intelligent, il faut que nous nous battions pour que le fauteuil du chef de l'État ne revienne pas à un militaire. Je vous assure que c'est un danger terrible que court le Gabon et nous devons tout faire pour qu'un militaire ne soit pas pour l'instant président du Gabon. En plus, nous louons les efforts qu'ils ont accomplis pour tenter de restaurer. Mais je pense que le comité de transition n'aura été qu'un comité de transition et non pas un comité de transition pour la restauration. D'accord? Donc, on aura compté à peu près 2 ans de transition et la restauration va être incarnée par d'autres figures que celle de la transition. C'est la raison pour laquelle nous en appelons au bon sens et à la lucidité des compatriotes, qu'ils soient militaires ou non, puisque j'ai vu qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines, des compatriotes ont tenté de faire des marches pour en appeler à la candidature du président de la transition. J'ai envie de leur dire, et c'est notre rôle à nous, à Téléma, qu'il faudra que nous ouvrions les yeux. Et il faut qu'on voit la vérité devant nous. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Je sais que tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit très bien que nous sommes dans un jeu de conservation de pouvoir, que tout le monde voit bien qu'il y a une aptitude à bien gouverner notre pays, voilà la transition, il y a une aptitude des mêmes acteurs à imaginer un meilleur avenir. Et je pense que nous n'avons pas le droit, alors que nous voyons la vérité avec nous, de bloquer nos imaginations et à laisser courir le fait accompli. Parce qu'aujourd'hui, la candidature du président de la transition était fait accompli. C'est lié à un coup d'État. Donc là encore, le coup d'État a balayé d'un revers de la main la position du peuple. En démocratie, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Je vous rappelle qu'en 2009, en 2016, le peuple a choisi ses dirigeants et chaque fois, il y a eu un coup d'État constitutionnel. En 2023, il y a eu à nouveau un coup d'État, cette fois-ci un coup d'État militaire qui a balayé la voix du peuple. Et en 2025, on veut nous organiser une élection présidentielle en réalité pour valider le coup d'État militaire, surtout si le président de la transition est candidat à l'élection présidentielle. Toutes ces forfaitures, les Gabonais les voient. Et tous ceux qui voient toutes ces forfaitures, je leur demande de revenir à la raison. Et que les militaires ne sont pas nos ennemis. Les militaires sont nos amis, nos pères de famille, nos femmes, des compatriotes. Et que l'État a organisé les choses de telle sorte que chaque fonction joue un rôle particulier. Les militaires, eux, leur rôle, c'est
de garantir la sécurité de nos frontières, c'est de garantir la sécurité des biens et des personnes, c'est de garantir l'expression des libertés. Ils ne doivent pas sortir de ces missions parce que ce sont des missions régaliennes et des missions puissantes. Le fait qu'ils veuillent maintenant entrer dans le champ politique signifie simplement, comme je l'ai dit au début, qu'eux-mêmes, ils ont constaté leur échec et que maintenant, ils veulent eux aussi jouir de la rente économique. Ce que nous voulons faire, c'est justement rassurer les militaires et leur dire, vous pouvez rester dans votre champ d'activité et qu'il y aura une armée républicaine, une vraie armée républicaine, professionnelle, où les gens vivent correctement de leurs revenus mensuels. Comme nous le ferons d'ailleurs aussi pour tous les fonctionnaires gabonais, parce que beaucoup de fonctionnaires gabonais n'arrivent pas à vivre de manière sereine avec leurs revenus mensuels. Tous ceux qui vivent correctement avec leur salaire quand ils sont fonctionnaires, ce sont en général des gens qui vivent grâce aux primes. Donc au Gabon, malheureusement, on a multiplié les primes dans tous les ministères ici et là, notamment dans les régies financières et les régies de production, ce qui fait que bon, ceux-là peuvent généralement bien vivre. Mais ceux qui sont en dehors de ces ministères, ils vivent avec quel salaire? Avec 500 000, 700 000 francs au Gabon, où on est incapable de lutter contre l'inflation. On est incapable d'avoir des politiques de baisse des prix qui fait que finalement, les Gabonais ne peuvent pas vivre au moins avec leurs revenus, notamment parce qu'on ne produit pas localement ce que nous mangeons, on ne produit pas localement les vêtements que nous portons, et même les formations scolaires ne sont pas garanties par nous. Nous achetons encore beaucoup de livres à l'étranger parce que les contenus de la formation scolaire et universitaire sont déterminés par l'international. Et donc, l'argent que nous avons ne peut pas nous permettre de payer l'école des enfants, payer la santé de nos enfants, même d'ailleurs de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle le projet viable pour le Gabon, c'est d'investir massivement dans les infrastructures publiques de protection, de bien-être des compatriotes. Et nos salaires ne suffiront pas pour l'instant, en tous les cas, à permettre aux compatriotes de vivre décemment. C'est la raison pour laquelle je dis, le problème que vivent les militaires est le même que vivent les fonctionnaires. Je ne dirais même pas, en plus, les chômeurs. C'est encore pire pour les fonctionnaires. Et donc, il ne faut pas que les militaires aient peur de l'avenir. Ils ne seront pas jugés. Ils sont des Gabonais, comme nous tous. Il faut protéger leurs fonctions. Il faut leur assurer de vraies carrières et qu'ils adorent leur métier. Qu'ils adorent leur métier. Très bien. Loin Muzanda, nous arrivons à la fin de cet échange. Quel message souhaiterez-vous adresser aux Gabonaises et aux Gabonais en cette période cruciale de la transition et à l'approche des échéances électorales? Avant votre mot de fin, pourriez-vous également répondre à la question de savoir si le 12 avril prochain, vous serez candidat à la magistrature suprême? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas la réponse, simplement. Ce que je peux dire aux compatriotes, c'est il y a la tentation de faire confiance au président de la transition. Parce qu'effectivement, il y a une communication qui tente à faire croire qu'ils sont compétents ou qu'il est compétent à faire un certain nombre de choses. La communication de la transition a consisté à confondre l'élite politique et à dire que les civils ont échoué. J'ai dit aux compatriotes que les militaires ont toujours été partie prenante du pouvoir des civils et qu'en réalité, le CTRI est une alliance de renouvellement de la même logique de gouvernance entre militaires et civils. Et donc, il faut ouvrir les yeux. Première chose. Deuxième chose, à partir du moment où on constate l'échec des politiques publiques pendant la transition, on peut dire qu'on
On peut remercier le président de la transition pour avoir permis justement cette transition et dire que puisqu'il n'a pas réussi à établir la confiance des partenaires sociaux, la confiance des bailleurs de fonds internationaux. Je vous rappelle que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont suspendu les décaissements à l'égard du Gabon et le Gabon est pratiquement en quasi-cessation de paiement. On a donc des éléments pour croire et pour dire que le président de la transition, plus qu'un désir de transformer le Gabon, a en réalité un désir de jouir de la rente économique. Et je vais dire aux Gabonais que quand le président mange, ce ne sont pas les Gabonais qui se rassasient. La nourriture que mangent les militaires, les élites politiques, ici et là, la nourriture qu'ils mangent ne tombe pas dans les ventres des Gabonais. Les Gabonais doivent ouvrir les yeux. Il y a eu une tradition de mensonge dans ce pays depuis une trentaine d'années. On a fait croire au Gabon que, par exemple, en 2016, la prospérité partagée, c'était le slogan d'Ali Bongo à l'époque. Et vous vous souviendrez que juste après, un premier ministre a été nommé, c'était Issa Ngwandé, paix à son âme, qui a annoncé une politique d'austérité. Et j'avais, à la suite de cette annonce de politique d'austérité, j'avais organisé une conférence à la Chambre de commerce où j'avais dit très clairement que le Gabon était un pays de plein emploi. Et donc, j'ai dit aux Gabonais, très sincèrement, c'est 2 millions d'habitants. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants avec beaucoup de richesses, avec des capacités de transformer nos richesses. Ce n'est pas un pays où on peut souffrir. Arrêtez, à un moment donné, de croire à tous les mensonges. C'est beau, la transition, probablement. C'est beau, probablement, Oligui Nguema. Mais il faut aller au fond de l'affaire. Et au fond de l'affaire, et je le dis avec beaucoup de gravité, honnêtement, au fond de l'affaire, choisissez l'alternance. Le combat pour l'alternance n'est pas fini en 2023. Le coup d'État est d'ailleurs venu pour mettre fin au projet d'alternance. La preuve, c'est qu'on n'a toujours pas les vrais résultats de l'élection présidentielle de 2023. Deux, c'est que le président qui a fait, plutôt le monsieur qui a fait le coup d'État, qui est devenu le président de la transition, lui-même, il veut être candidat à la présidentielle. Ça veut dire que leur projet est d'empêcher par tous les moyens possibles l'alternance au Gabon. Et chers compatriotes, il faut que nous ouvrions les yeux et que nous le comprenions. Les gens qui sont actuellement au pouvoir veulent une seule chose, c'est de conserver le pouvoir pour jouir de la rente. Et comme je dis, et je termine par là, ce qu'eux, ils mangent ne tombe pas dans nos ventres. Les voitures qu'ils conduisent, ce n'est pas nous qui en prenons le plaisir. La richesse du Gabon peut être partagée de manière équitable. Je n'ai pas dit de manière égale, mais de manière équitable à tous les Gabonais. Je vous dis, 2 millions, c'est une petite population et nous pouvons assurer à nos compatriotes une meilleure vie à condition que eux-mêmes, les Gabonais, soient lucides, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils disent